Bonsoir à tous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le 24 février 2021. Et comme nous vous l'avions annoncé, nous recevons l'honorable Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Il a été ancien sous-secrétaire d'État américain entre 89 et 93. Et donc, nous avons le plaisir de l'accueillir ici sur ce plateau de chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou et pour une interview exclusive. Donc, par rapport à la politique togolaise, à l'élection du 22 février au Togo, et donc bien d'autres questions africaines, puisque je vous précise que l'honorable Cohen est vraiment bien impliqué dans beaucoup de discussions par rapport à la politique africaine, puisqu'il y était régulièrement quand il était secrétaire d'État. Donc, du Cap au Caire, donc de Djibouti au Cap Vert, l'honorable Cohen, en tout cas, participe aux discussions, n'est-ce pas, dans tous ces pays-là, lorsqu'il s'agit donc de la politique de ces pays. Alors, nous avons le plaisir de l'accueillir. Honorable Cohen, bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Merci, professeur. Je suis content d'être là avec vous. Merci beaucoup. Beaucoup de Togolais attendent cette interview. Beaucoup d'Africains attendent cette interview parce que vous êtes une voix qui, désormais, n'est-ce pas, qui est bien écoutée en Afrique, même quand vous étiez encore en fonction. Et maintenant, à la retraite, votre voix continue par, n'est-ce pas, à retentir à travers l'Afrique parce que quand vous tweetez, les gens vous écoutent, les gens vous suivent. Quand vous parlez, les gens vous écoutent, les gens vous suivent. Vous êtes là aujourd'hui pour qu'on parle un peu des élections au Togo. Et donc, l'honorable Cohen, il y a un an, jour pour jour, juste après ces élections du 22 février 2021, vous avez fait un tweet où vous avez parlé donc de la victoire de M. Agboé Mokodjo. Et entre-temps, vous avez même donné votre avis, votre opinion par rapport à cela. Est-ce que ce tweet que vous aviez envoyé, où vous aviez salué la victoire d'Agboé Mokodjo, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus par rapport à ces tweets? Écoutez, mes premiers renseignements sur l'élection sont venus de mes amis dans l'opposition. Oui. J'en ai beaucoup parce que j'ai été conseiller auprès de l'opposition pendant l'élection de 1998. Donc, Oui. j'ai fait beaucoup d'amis. Donc, le premier renseignement était que Agboé Mokodjo a gagné. Mais après, tout de suite après, j'ai entendu que le gouvernement a donné d'autres chiffres et le gouvernement a annoncé que c'est le président sortant, M. Faure, qui a gagné. Donc, il y avait une confusion. Moi, après ça, j'ai décidé de suivre l'ambassade des États-Unis. Après tout, je suis un ancien diplomate américain. Oui. Et l'ambassade a dit que d'abord, ils n'ont pas félicité. Ils n'ont pas félicité. Pas du tout. Mm-hmm. Donc, ça déjà m'a donné un signal que quelque chose n'allait pas. Oui. Et ils ont dit que l'annonce du gouvernement manquait de crédibilité. Pourquoi? Parce que dans toutes les nations du monde, quand il y a un système démocratique, on annonce les résultats dans chaque bureau de vote. Oui. Au bureau de vote, il y a des gens de toutes les tendances qui observent, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est clair qui a gagné et quels étaient les chiffres dans chaque bureau de vote. Oui. Tous ces chiffres sont ramassés et envoyés au centre. Mais le gouvernement n'a pas fait ça. Le gouvernement a fait une annonce, voilà le chiffre final, n'est-ce pas? Et l'ambassade des États-Unis a dit ça ne va pas parce que annonce les chiffres sans avoir les résultats dans chaque bureau de vote. Bureau de vote, oui. Donc ça manque de crédibilité. Ça ne veut pas dire que
le gouvernement est en train de mentir, ça ne veut pas ça. Mais pour la crédibilité, il faut des résultats dans chaque. C'est la même chose aux États-Unis, n'est-ce pas? Le résultat dans chaque bureau de vote est certifié par des Américains qui sont volontaires pour compter les votes. Donc, j'ai décidé de suivre les conseils des ambassades des États-Unis pour dire, moi, je ne peux pas prononcer parce que l'ambassade a dit qu'il y a un manque de crédibilité. Je ne félicite pas, mais en même temps, je ne dis pas que je ne peux pas dire avec certitude que M. Agbayo Kojo est le vrai gagnant. Donc, c'est ça où je suis maintenant. Donc, il y a eu confusion après que le gouvernement a publié ses résultats sans passer par bureau de vote par bureau de vote. Je pense que la vérité commence par sortir à partir du mois où, en France, maintenant, comme vous le savez, il y a le député Nadot qui est membre de la Commission des affaires étrangères, qui est dans une dynamique où il réclame désormais que la vérité des urnes puisse être rétablie et par rapport à cette élection. Et donc, moi, en tant que journaliste, je vous demande, comment appréciez-vous donc cette démarche du député Nadeau qui demande à ce que la vérité des urnes puisse être rétablie? Parce que lui aussi, il pense que quelque chose ne marche pas là-bas. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de crédibilité, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'il dit, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Oui. Mais Oui. il dit ça dans une façon élégante. Vous savez, ça arrive souvent en Afrique maintenant. Regardez l'élection dans la République du Niger il y a quelques jours. Oui. Le président sortant n'était pas candidat, mais le candidat de sa partie politique a gagné. Et aujourd'hui, l'opposition crie qu'il y avait de fraude. Et c'est la même chose en République du Congo il y a quelques mois. Le chef de l'opposition est toujours en prison. C'était le cas au Rwanda. Oui. Et même aux États-Unis, le président sortant qui a perdu, il dit oui. c'est un peu une épidémie dans le monde démocratique. Donc, moi, je vais rester avec les paroles du gouvernement des États-Unis. Nous ne félicitons pas, nous posons la question de crédibilité, mais nous continuons à faire des affaires diplomatiques avec le gouvernement du président Faure. C'est comme ça que nous faisons en Rwanda, République du Niger, République du Congo, etc., etc. Il faut quand même faire des affaires avec les autres gouvernements. Il y a des problèmes, il y a des solutions à trouver, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui, pour le problème togolais, je pense que vous, comme vous le connaissez très bien, puisque vous étiez aux affaires quand ce régime est là, ce régime a continué à être là, même après votre retraite, et il continue encore d'être là. Et donc, pour bon nombre de Togolais, oui, on comprend que pour la diplomatie a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, on ne peut pas vraiment dire, bon, rompre totalement en diplomatie, mais quand même, qu'est-ce que nous pouvons, parce que je pense qu'il y a des parlementaires américains qui ont aussi été au courant de ce qui s'est passé au Togo, et il y a des initiatives ici et là par rapport, n'est-ce pas, à l'exigence de la vérité des urnes. En tout cas, je sais que l'administration Trump n'est pas allée si loin pour dire, bon, voilà, nous avons dit recompter les voix, vous avez refusé, voilà. Comme vous l'avez précisé, la diplomatie continue. Mais bon, est-ce que vous espérez que les donnes peut-être peuvent changer par rapport à la nouvelle administration? Oui, je crois que ça peut changer. Il faut parler un peu de l'histoire. Vous savez, après que le président Trump a accusé certains États d'avoir eu de la fraude, ces États ont recompté les votes.
Exactement. Ils ont commencé avec les machines, Oui. mais pour être sûr, ils ont compté les votes à la main. À la main. Après les objections, donc, et dans chaque cas, les résultats étaient les mêmes. Mais il y a un autre sujet d'importance dans les pays démocratiques. Il ne faut pas avoir des chefs d'État à vie. Aux États-Unis, le premier président des États-Unis dans l'histoire, il y a 225 ans, c'était Washington. Oui. Lui, il était tellement populaire, il pouvait rester à vie. Et il pouvait le faire, oui. Donc, après le deuxième mandat, il dit, je suis fatigué. Absolument. Il y a trop d'arguments, disputes, etc. Je vais rentrer chez moi, dans ma place. Me reposer. Donc, ça a établi un précédent. Et pour toute l'histoire des États-Unis, chaque président, il n'y avait pas de loi. Chaque président a quitté la présidence après le deuxième mandat. Ou après la première s'il perd l'élection. S'il perd l'élection, oui. Et en 1940, le président Roosevelt a décidé d'être élu pour un troisième mandat. Et après, il a été élu pour un quatrième mandat. À cause de la guerre. À cause de la guerre, ça c'était la raison, n'est-ce pas? Oui. Et 6 mois après son élection au quatrième mandat, il est décédé. Oui. Les républicains qui avaient la majorité, ils ont décidé de faire passer un amendement à la Constitution. Oui. Chaque président a 2 mandats. 2 mandats. Il y a la situation maintenant. Donc, je raconte ça pour nos amis en Afrique, surtout au Togo. Il faut pas, c'est pas sain d'avoir des présidents à vie. Donc, je crois que peut-être, il y a certains pays africains maintenant qui ont le mandat limité, 2 mandats limites. À mon avis, Togo et des autres pays amis doivent faire la même chose, peut-être avoir 2 mandats ou maximum 3 mandats. Après, il faut passer le bâton dans une élection démocratique. C'est pour la santé démocratique du pays. Et je propose ça pour le Togo. Je ne sais pas quel sera le résultat du dispute actuel, mais je crois qu'il faut faire ça au Togo. 2 mandats ou 3 mandats maximum. Ouais, je pense que le refus de la transparence, c'est ça qui complique même les choses. Parce que au Togo, le problème, c'est que le régime n'est pas prêt à accepter une défaite, quel que soit le cas. Parce que pour eux, c'est une présidence à vie. Donc, c'est ça qui complique les choses au Togo. Bon, le cas des États-Unis, les gens ont recompté facilement. Il n'y a pas eu de résistance. Au Togo, on leur a dit, si vous avez gagné, comptez, confirmez votre victoire. Ils disent non, on ne compte pas. On a fabriqué des chiffres. C'est ça qui fait que l'affaire là ne finit pas. Ça fait 1 an. On dirait que c'est maintenant même que on a fait des élections au Togo, puisque c'est maintenant que les Français commencent par se rendre compte de ce qui s'est passé au Togo et des gens, des élus du peuple commencent par dire, s'il vous plaît, il faut quand même revoir les choses là. Pas plus qu'hier, il y a des journalistes de renom, l'ancienne directrice de RFI, il y a le responsable de Mediapart, qui est aussi rentré dans la danse, qui demande la vérité des urnes au Togo. Donc je pense que, bon, au fur et à mesure que les gens découvrent ce qui s'est passé au Togo, bon, ils ne peuvent que demander la clarification par rapport à ce qui s'est passé. Sinon, les Togolais eux-mêmes, ils sont fatigués d'aller aux élections et à chaque fois, il faut réclamer ceci ou cela. Parce que c'est la même chose. On va aux élections, on fait la même chose et on reprend. Ça fait combien d'années? Ça fait près de 54 ans que ce même peuple est soumis au dictat d'une seule famille qui ne fait pas évoluer les choses. C'est ça qui complique les choses au Togo. Et pour les Togolais, les puissances qui sont amies au Togo doivent peut-être faire un peu plus pour amener ce régime à comprendre que le pouvoir à vie n'arrange personne. Ça bloque la chance du pays d'évoluer.
C'est la démarche, n'est-ce pas, qui est la nôtre et c'est celle de la plupart des Togolais et des amis du Togo aujourd'hui. Alors, honorable Cohen, donc par rapport à cette histoire-là, parce que vous avez évoqué certains pays d'Afrique où il y a eu une limitation des mandats. Oui, il y a eu une limitation des mandats, mais honorable Cohen, ce n'est pas encore gagné. Ces présidents maintenant reviennent pour changer la constitution, pour se représenter. C'est la mode maintenant en Afrique. Qu'est-ce que l'Amérique peut-être dira par rapport à cela? Parce que je sais que l'administration Trump n'a pas tellement regardé l'Afrique en matière de politique. Parce que, bon, c'était American Great Again First. Et donc, la politique africaine n'a pas vraiment été, ils n'ont pas été regardants. Est-ce que vous pensez que cela peut changer un peu à partir du moment où nous avons un nouveau président qui annonce déjà des actions pour l'Afrique? Oui, je crois qu'il y aura des changements. Vous savez, le président Biden est président pendant 5 semaines seulement. Oui. Oui. Et on peut voir qu'il y aura des changements. D'abord, le président Trump s'intéressait seulement dans les matières premières. Oui. Il ne s'intéressait pas aussi dans la lutte contre les djihadistes. Mais oui. Les autres choses, il ne s'intéressait pas parce qu'il a dit le problème de climat, changement de temps. Je ne reconnais pas ça. Non, okay. Oui. La démocratie, ce n'est pas notre affaire, n'est-ce pas? Chaque pays peut faire ce qu'il veut. Mais pour Biden, je crois qu'il y aura certains changements. D'abord, il a dit dans ses déclarations qu'ils vont regarder très près le droit de l'homme, d'abord. Oui. Et aussi la démocratie. Est-ce que le pays est sur la voie démocratique ou est-ce qu'ils vont en marche arrière? Et donc, je crois que la politique envers chaque pays sera jugée avec des critères comme ça. C'est très important pour Biden. OK. Le changement de climat. Absolument. Et ce qui se passe en Afrique est très, très important pour les États-Unis. Par exemple, ce sont des grandes forêts qui absorbent l'atmosphère. Et la plus grande forêt dans le monde, c'est dans l'Amazon. Oui. Mais la deuxième plus grande forêt, c'est le Congo. Ah oui. Le bassin du fleuve Congo, du Congo, oui. Qui touche 9 pays. Oui. Ça absorbe beaucoup de carbone. Et maintenant, vous avez des Chinois qui coupent des bois là-dedans. Et ça réduit la possibilité d'absorber le carbone de l'atmosphère. Donc, nous devons coopérer avec tous les pays africains, l'Union africaine, à conserver ce forêt congolais. C'est important. Et aussi pour le Sahel, à cause du changement de climat, vous avez des groupes ethniques qui ont comment dirais-je, des bêtes, n'est-ce pas? Des vaches et tout ça, dans le nord du Sahel. Oui. Et comme ça devient de plus en plus sec, ils vont dans le sud, il y a des cultivateurs, n'est-ce pas? Et il y a des combats entre les gens. Oui, ils s'attaquent, oui. Il y a des... Ouais. Donc, je crois qu'il faut faire quelque chose pour ça aussi. Et à mon avis, il faut que les fermiers produisent pour manger aux bêtes, n'est-ce pas? Et aussi qu'on fait des abattoirs, on fait de la viande. Au lieu de marcher une vache 200 km entre le nord de Mali jusqu'au Lomé, où il perd la moitié de ses poids. Oui. Pour faire des abattoirs et transporter la viande dans les camions réfrigérés, etc. Donc, à mon avis, Biden va faire les 3 choses. Droit de l'homme, démocratie, système démocratique et changement de climat. Ce sera ses priorités en Afrique. La priorité en Afrique, OK. Parce qu'aujourd'hui, parlant des droits de l'homme, aujourd'hui au Togo, nous avons près d'une soixantaine
de prisonniers politiques qui ont été arrêtés et ça fait il y en a qui ont déjà fait 2 ans, il y en a qui ont fait 1 an. Nous les reconnaissons comme prisonniers politiques. Ils n'ont jamais été jugés. Ils ont été maltraités selon les organisations des droits de l'homme. Ils ont été torturés. Et donc, nous réclamons leur libération. Le gouvernement a fait la sourde oreille et ça continue. Et donc, pour nous, le Togo a vraiment reculé en matière du droit de l'homme parce que les droits ne sont plus respectés là-bas. Les journalistes ne peuvent plus faire leur travail. Ils sont convoqués partout. Même aujourd'hui, 3 journalistes ont été convoqués au tribunal pour une affaire qui date de 2015. Parce que, bon, ils veulent tout opprimer. Rien du tout. Donc, nous espérons vraiment que l'administration sera regardante par rapport à cela parce que un pays ne peut pas vivre sans journalistes. Un pays ne peut pas vivre sans associations, sans politiciens. Au Togo, personne n'a plus le droit de faire aucune activité politique aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Parce que toutes les activités sont interdites lorsque les gens veulent les exercer. Donc, ce qui fait que les gens sont inquiets. Et pour nous, je pense que les puissances amies doivent quand même nécessairement dire quelque chose pour que les droits de l'homme puissent être respectés. Parce que les gens ne sont pas des animaux quand même. Je vais en parler au département d'État pour voir ce qu'ils disent. Oui. OK. Donc, Honorable Cohen, nous tirons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire à la classe politique togolaise et aussi au régime qui refuse l'alternance? Parce que nous disons qu'ils refusent l'alternance. C'est tout ce que nous pouvons dire. Ils n'ont aucune intention de lâcher le pouvoir. Ça, c'est ce qui est clair. Quel conseil avez-vous pour eux? Parce que nous tous, on a parlé, on a conseillé fatigué. Quel conseil avez-vous pour le régime qui refuse de partir? Tout ce que je peux dire, écoutez, je parle du point de vue d'un Américain. Je peux dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'alternance. OK. Parce que quelqu'un qui quitte le pouvoir, il va toujours revenir. C'est absolument inévitable que quelqu'un qui perd maintenant sera réélu dans 10-15 ans dans l'avenir. Oui. Donc, il faut toujours, et ça c'est l'importance de la démocratie, pour donner le peuple le droit de faire des changements, n'est-ce pas? Et avec le changement, on fait du progrès. Oui. Les gens qui cherchent à prendre le pouvoir cherchent toujours à améliorer la vie de la population, n'est-ce pas? Oui, oui. Et l'emploi, meilleur système de santé. Mais si quelqu'un est au pouvoir en permanence, il oublie le peuple. Oui. Ça, c'est très malsain. OK. Alors, merci beaucoup à Honorable Cohen de nous avoir accordé cette interview. Nous vous sommes reconnaissants. Alors, nous allons vous dire au revoir. Merci beaucoup et peut-être qu'on pourra vous avoir sur ce plateau une prochaine fois pour parler d'autres points politiques ou même de façon générale concernant donc l'Afrique et le Togo en particulier. Avec plaisir. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Bien des choses chez vous.